De retour à Montpellier pour cette discussion en duo avec Jean-François Carenco, président de la Commission de régulation de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Et Bettina Laville, fondatrice et présidente du Comité 21, un think tank et un do tank lié à la transition énergétique. Elle est en visioconférence avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Bettina Laville, on va commencer peut-être avec vous. Vous étiez présente à Glasgow pour la dernière COP 26. Était-ce une COP pour un coup d'épée dans l'eau, comme on a pu le lire un peu partout? Alors non, je ne trouve pas. C'était une COP un peu décevante, mais pas un coup d'épée dans l'eau. Et je dois dire que d'autant qu'aujourd'hui, vous parlez de décarbonation et de zéro carbone. C'est quand même la première fois, c'est la première COP. Vous savez, moi, j'ai 21 COP derrière moi, donc j'ai quand même une certaine appréciation. C'est la première fois qu'on a parlé de choses extrêmement concrètes sur la décarbonation et sur la trajectoire zéro carbone. Vous savez, la trajectoire zéro carbone n'était pas identifié dans le traité de Paris. Il y avait une expression extrêmement alambiquée parce que en fait, quand on parle zéro carbone, on parle évidemment d'élimination du charbon. Et au traité de Paris, à la conférence de Paris, beaucoup d'États n'avaient pas voulu que le mot charbon et le mot surtout fin du charbon soient cités de manière aussi claire. Ça n'a pas du tout été le cas à la COP26. Il y a eu toutes sortes d'engagements et d'États et d'entreprises et d'États et entreprises ensemble pour renoncer au charbon. Alors évidemment, dans des délais qui, selon les structures énergétiques des pays, ne sont pas tous les mêmes, mais sont quand même tous extrêmement rapides aujourd'hui. Et donc là, c'est certainement un des signes les plus importants. La deuxième chose qui peut-être concerne moins votre colloque, c'est que ça a été une COP où à tous les stands et dans plus de la moitié des événements, on parlait adaptation au changement climatique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que pendant très longtemps, il y a eu une espèce d'omerta sur l'adaptation au changement climatique, bien que le traité de Paris ait consacré un article entier à l'adaptation, mais il y a toute une espèce, comment dirais-je, d'impression, en particulier de beaucoup de personnes engagées, de beaucoup d'ONG engagées, que si on se met à parler adaptation, on ne parle plus atténuation, alors qu'aujourd'hui, il est évident qu'il faut parler adaptation, puisque malheureusement, on n'est pas arrivé et on n'arrivera pas à contenir au 1,5 degré. Et deuxièmement, les efforts d'adaptation et les efforts d'atténuation vont souvent dans le même sens. Donc, rien que pour ces deux éléments, ce n'était pas un coup d'épée dans l'eau. Merci. Jean-François Carenco, est-ce que vous partagez cette analyse? Bonjour Madame Laville. Je partage cette analyse. Changer le système, au moment où on a la révolution écologique, climatique, la révolution numérique, le fait que la planète est un village, ça ne se fait pas comme ça. C'est une succession d'efforts qui, peu à peu, aboutissent à prendre en compte l'ensemble des problèmes. Donc mon premier propos, c'est oui, c'est bien, parce que, il l'a dit, on élargit peu à peu les choses. On a aussi parlé préservation de la biodiversité à Glasgow. Peu à peu, on élargit. Donc c'est pas le jour d'après, le jour d'avant, ça n'a aucun sens. Et donc c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Donc je suis tout à fait d'accord avec Mme Laville, on avance. Ce que je voudrais dire... D'abord, cette révolution, tout est à réinventer. Moi, je suis un adepte de Michel Serres, donc tout est à réinventer, et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais attention aux décisions binaires. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des forums. Ici, ils ne décident pas grand-chose, mais ça évite au moins que certains croient ou certains agissent comme si c'était binaire. Il n'y a qu'à Faucon. Ce n'est pas vrai. Même si on n'y décide de rien, c'est quand même bien. Oui, parce que ce n'est pas l'endroit de décider, c'est l'endroit de se convaincre, c'est l'endroit de se motiver, c'est l'endroit d'écouter. Voilà, on ne va pas décider juste là à 20 000 personnes un certain nombre de sujets, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc moi je voulais dire, tout se mêle, c'est mon introduction, tout se mêle, la révolution numérique, la révolution technologique, l'empreinte carbone, la préservation de la nature, l'énergie, le nucléaire, l'Europe, l'acceptation sociale, la participation des gens. Il n'y a pas de vérité.
il y a ensemble, on discute. Et c'est pour ça que Glasgow est un succès. Alors, on parle de l'acceptation sociale. En tout cas, Jean-François Carenco parle de l'acceptation sociale. Dans quelle mesure, Bettina Laville, la société civile peut-elle jouer un rôle dans cette transition et cet objectif zéro carbone ? Alors, juste avant de répondre à votre question, mais je vais y répondre, nous sommes souvent d'accord, même si on ne se voit plus depuis longtemps, Jean-François Carenco et moi, mais je ne dirais pas non plus, et je n'ai pas dit que c'était un succès. J'ai dit que ce n'était pas un échec, c'est tout à fait différent. Pourquoi, en vraiment une seconde, ce n'est pas un succès? Parce que vous avez quand même quelque chose qui est très handicapant par rapport au fait de, comme d'ailleurs dit Jean-François Carenco, emmener tout le monde. Emmener tout le monde, ça veut dire le monde entier. C'est que on a l'impression que les pays riches, surtout dans une ambiance post-pandémique, prennent la patte, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à la solidarité avec les pays pauvres. Il se souvient, parce qu'il était à ce moment-là aux affaires, à quel point c'est ce dossier qui avait bloqué Copenhague et que quand même, on a eu peur que ça fasse un petit peu la même chose. Copenhague a été un vrai échec, ça c'est clair. Voilà, donc pour ça, si vous voulez, c'est pas tout à fait un succès et on a encore beaucoup de choses à faire. La deuxième chose que je voudrais ajouter aussi, c'est que il a tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, nous avons un défi absolument incroyable, c'est que toutes les révolutions sont à faire en même temps. Le problème, c'est que toutes les révolutions, et en particulier toutes les révolutions, je prends la révolution numérique, tout ça a un impact et un impact en carbone. Et je veux dire, dans le dernier livre de Bruno Latour, il y a une phrase extrêmement intéressante qui dit que les générations qui viennent vont penser carbone tout le temps, c'est-à-dire vont penser à l'impact que tous les actes ont sur le carbone, et c'est quand même, je veux dire, une manière d'envisager la vie humaine de manière un peu différente. Alors, pour répondre à votre question sur la société civile, à Glasgow, la société civile était un peu étrange. Premièrement parce que... ça va faire plaisir aux Écossais. Oui, parce que la configuration, c'était quand même pas une COP merveilleusement organisée. Je pense que là, il y a consensus. Hein. Donc, si vous voulez, vous aviez, et d'ailleurs, moi, je crois qu'il y a une scission extrêmement importante et qui est extrêmement inquiétante entre la société civile formée de jeunes engagés qui sont dans la rue et qui n'abordaient absolument pas le lieu de la conférence, qui, quelque part, étaient ailleurs et qui étaient tout à fait négatifs envers tous les résultats globalement de la conférence, j'allais dire avant même qu'elle soit commencée. Il y a toujours eu des contre-sommets, on se souvient des congrès de l'OMC à Gênes ou à Genève, où il y a toujours eu, alors bon, là, il y avait des contestations qui étaient violentes, je veux dire par la force. Là, vous parlez de contestations sur ces sujets, mais les sommets mondiaux ont toujours été le lieu de contestations de masse. Alors, c'est extrêmement différent parce que vous parlez, quand vous évoquez ça, vous parlez des sommets altermondialistes qui étaient effectivement violents. Il n'y a pas eu de violence, je ne me souviens pas de violence vraiment extrêmement marginale au moment des COP climat. Et les ONG, la société civile qui, au moment des COP climat, parlaient contre les conclusions ou les négociations, comment dirais-je, justement, visait les négociations. Mais là, elle ne visait pas les négociations. Elle visait le fait que, de toute façon, on n'était pas dans une trajectoire qui pouvait, entre guillemets, sauver la planète, etc. Donc, vous avez cette société civile-là et l'autre société civile qui est une société organisée, qui essaye d'influer sur les négociations et qui également fait partie, comment dirais-je, est également négociatrice, si vous voulez. Et moi, je pense que tout l'enjeu de ce que finalement Jean-François Carenco parlait, c'est-à-dire le faire ensemble, c'est de faire que ces deux sociétés civiles, qui sont à mon avis vraiment l'avenir des négociations climatiques, se parlent. Jean-François Carenco, sur cette question de la société civile, j'invite nos internautes à regarder, pour ceux qui nous regardent en replay, la table ronde précédente liée à l'Occitanie, zéro carbone à horizon 2000, région énergie positive à horizon 2050. On a parlé de la création de communautés énergétiques qui sont expérimentées ici et là. On a en même temps, c'était le propos introductif de la conférence précédente, un réseau qui est complètement interconnecté au niveau européen. On parle de la création
de 6 nouveaux EPR en France. Et puis donc ces petites communautés énergétiques, comment en tant que président de la CRE, vous percevez la création de ces petits îlots indépendants? Pas très bien. Je veux dire, la société civile, d'abord, elle est là pour pousser nos gouvernants. Certes, il y a les élections, et c'est bien en France, mais il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout tout à fait libre. Donc la société civile, elle est bien pour pousser les dirigeants du monde à agir. Avec toujours en tête cette citation de Victor Hugo, souvent la foule trahit le peuple. Donc faisons bien attention à ce que ces engouements soient pas juste soient efficaces. Ça, c'est le premier rôle de la société civile. Le deuxième rôle, on y reviendra, c'est d'essayer de moins consommer. C'est cette transformation, même si la moindre consommation, c'est juste, comme pour reprendre Yannick Jadot, mais à l'envers, c'est juste de l'écologie de jardin. Le vrai sujet, c'est que si on veut, Madame Laville l'a dit, Bettina Laville l'a dit, si on veut aller à zéro carbone, c'est beaucoup d'électricité. Et pour faire beaucoup d'électricité, il faudra la produire. Et pour la produire, on va y revenir peut-être dans le débat, c'est le mix énergétique. Il faut d'abord économiser ce qu'on peut. Économiser partout, partout, partout. Vous avez parlé de compteur Linky tout à l'heure, c'est une manière d'économiser. Économiser partout pour pouvoir produire 50% d'électricité en plus et essayer de ne pas aller au-delà. Je parle de la France. Et il va falloir y arriver. Alors, pourquoi j'ai un regard un peu original sur les communautés, l'autoconsommation? C'est parfait. Je suis tout à fait pour l'autoconsommation, les communautés collectives, tout ça, à trois conditions qui ne sont pas remplies. Et aujourd'hui, ma conviction, je suis à contre-courant de tout le monde, c'est que cette autoconsommation, ces machins collectifs, font un peu de séparatisme. C'est juste entre soi, entre nous, c'est mieux. Je me demande si c'est pas ça qui le pousse. Quels sont les 3 sujets à régler? Qui paye les réseaux? Aujourd'hui, on dit la Tinée, la Turbie, la Vésubie, c'est très bien, d'accord, mais si plus personne paye les réseaux, parce qu'on ne s'est plus abonné au système national de réseau, qui le paiera? Vous parlez là de la région niçoise. Oui, la région niçoise, mais c'est pareil, c'était encore, là ce matin, c'est à Cambo-les-Bains, chaque fois Enedis y va ou RTE. Rétablir le courant, ça suppose qu'on paye les réseaux. Or, autant je suis favorable, par exemple, au PPA, Purchase, qui permet de... Pardon, PPA, c'est des industriels qui se regroupent et qui produisent de l'électricité ensemble, qui passent par le réseau et qui le servent et qui l'achètent à des producteurs d'énergie renouvelable. Je vous remercie, c'est plus clair. Ça y est, il m'a coupé, j'ai appuyé. Donc, il faut régler qui paye les réseaux. Deuxième idée, et c'est pas fait. Deuxième idée, l'énergie, depuis 1995, quand on a arrêté d'investir, est devenue une assiette fiscale gigantesque. Or, si vous ne payez pas l'électricité, vous ne payez pas les taxes qui vont avec, c'est pas plus mal, mais quel est le substitut qu'on met en place pour les recettes de l'État? Quel est le substitut d'assiette fiscale à l'énergie? Donc, aujourd'hui, ces expérimentations sont si importantes qu'elles pourraient mettre en péril les finances de l'État? Non, mais je veux dire, une expérimentation, ça sert pour réussir, c'est pas juste pour se faire plaisir. Donc, si ça doit réussir, il faut régler 3 questions. 1, qui paye les réseaux? 2, l'assiette fiscale, si ça doit s'étendre. Et 3, pourquoi est-on plus français à Port-la-Nouvelle qu'à Hirson? Parce qu'en général, ça marche avec du soleil. Donc, on a un sujet d'égalité territoriale. C'est pour ça que je dis, faisons attention à ce que toutes ces expériences ne soient bien que des expériences pour nous aider à régler, avant que ça s'étende, ces 3 sujets. Alors, Bettina Laville, je ne vous oublie pas, j'apporte juste, j'ai une autre question pour Jean-François Carenco. On entendait tout à l'heure que les produits aujourd'hui alternatifs, on va dire, qui permettent cette autoconsommation sont également plus chers. Est-ce qu'on peut imaginer que la TVA reçue par l'État puisse se substituer aux taxes qui... D'abord, une des règles de la République, je suis désolé, c'est la non-affectation des recettes fiscales. Donc je sais bien que c'est une victoire absolue de l'égoïsme. Alors autant, il faut changer le système pour que notre monde décarbone, notre monde préserve la diversité, la biodiversité. Mais si c'est pour juste créer des inégalités, parce que le petit entre-soi, c'est l'inégalité vis-à-vis du voisin, c'est l'inégalité. Pourquoi est-ce que dans les agglomérations, on est là à Montpellier, on est mieux traité
que sur le plateau du Larzac, par exemple. Je veux dire, c'est bien, il faut un minimum de cohérence, un minimum d'espace pour que la solidarité soit vraie. Et je ne suis pas pour l'égalité à 4, je suis pour l'égalité à 69 millions. Merci. Bettina Laville, sur cette question des communautés énergétiques, quelle est la position du comité 21? Moi, je suis un peu plus nuancée que Jean-François Carinco. Je trouve que ça a deux intérêts. Le premier, c'est que, vous savez, pour décarboner, arriver à peu près à nos objectifs, en fait, on a deux grands moyens. Le premier moyen, c'est la technique, et je crois que là, on a des avancées techniques et des avancées de toutes sortes au niveau des réseaux, au niveau de nouvelles énergies, etc., tout à fait extraordinaire. Ça, c'est clair. Et d'autre part, ce sont les comportements. Tout ce qui relie les comportements aux techniques, c'est-à-dire ce qui abolit le fossé entre les gens qui disent décroissance et les gens qui disent vous inquiétez pas, on va tout trouver sur la technique. Ça, je trouve ça excellent. Et la responsabilisation qui est importante avec les nouveaux réseaux, c'est pas simplement, Jean-François, des machins collectifs, j'adore l'expression. Je trouve que c'est effectivement des terrains d'innovation tout à fait importants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que le système énergétique français, européen, est en train de craquer un peu et qu'on a absolument besoin de se mettre tous autour d'une table. Ça va être, comment dirais-je, ça va être possible au moment ou après les présidentielles, quand les deux grands pays d'Europe vont être stabilisés sur le plan politique, puisque aujourd'hui on a en Allemagne des gens qui ont pris des options assez précises en matière énergétique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On est, je pense, même les écologistes, même s'ils ne le disent pas vraiment, à peu près tous d'accord pour dire qu'on va avoir besoin de continuer le nucléaire. Alors, je ne sais pas s'il faut continuer le nucléaire à hauteur de 6 nouveaux réacteurs, mais on va en avoir besoin parce que c'est la hiérarchie des priorités. Quel est le risque le plus important? C'est la crise climatique. Et donc, il faut se doter des moyens pour faire face à cette crise climatique. C'était d'ailleurs... c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Glasgow a été critiqué, mais l'énergie nucléaire a complètement réinvesti la COP, avec peut-être beaucoup de maladresse au niveau de la présentation, etc. Mais ça, c'est une évidence. Deuxième chose, moi je pense que je suis militante depuis un nombre d'années que je ne vous dirai pas, mais quand j'étais dans les cabinets ministériels, j'ai vraiment eu... je m'enorgueillis d'avoir participé à la création de la première taxe carbone. On n'arrivera jamais sans la taxe carbone. Et ça fait 2 ans que je dis que le fait d'avoir immédiatement enlevé le débat sur la taxe carbone de la Convention citoyenne est une erreur absolument fondamentale qui devrait aujourd'hui être rattrapée. Toutes les grandes organisations, l'Agence internationale de l'énergie, le Haut Conseil pour le climat, en France, toutes les organisations disent que l'instrument efficace qui, je dirais, relie la question énergétique et la question climatique, c'est la taxe carbone. Ça, évidemment, induit qu'il faut faire... Alors, on va y revenir sur la hausse des prix. On a quand même la fâcheuse impression en France que quand on identifie un problème, on doit créer une taxe. C'est quand même une pathologie chronique. Mais Jean-François Carinco... On peut en supprimer une autre. Dire à Bettina Laville qu'effectivement, je suis d'accord avec elle, il faut que ça passe par les changements de comportement. Et donc, j'ai dit que j'étais pour l'autoconsommation énergétique dès lors qu'on avait réglé 3 problèmes qui aujourd'hui ne sont pas réglés. Donc, c'est une expérimentation. N'en faisons pas une vérité sans avoir réglé les 3 problèmes. Après, Bettina a parlé de l'Europe. Elle a raison. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire « Ah, si on n'était pas en Europe, ça marcherait mieux ». Alors, je vais vous dire, l'Europe, je le dis souvent, c'est notre patrie énergétique. Et quand un Croate a un problème de fréquence, un problème d'émission de CO2 et un problème de prix, ça m'importe autant que s'il habitait sur le plateau du Larzac. On est ensemble. Et pourquoi on est ensemble ? Parce que c'est l'Europe tout entière qui est une puissance pour jouer dans le monde, pour faire baisser la consommation, la production de carbone. Regardons, c'est pas les riches les pauvres, là, c'est les pays
illibéraux, non libéraux et les autres. Alors, sur l'Europe, je rappelle que, premièrement, 40 nuits par an, s'il n'y a pas l'Europe, c'est blackout en France. Deuxième chose, nous exportons, si on exporte 80 TWh, c'est les bonnes années du nucléaire. 80 TWh, c'est la consommation cumulée, on laisse de côté la France, cumulée des 8 petits pays européens, des 8 plus petits pays européens, plus le Vatican, qui est d'ailleurs un client d'EDF. Et donc, le sujet de l'Europe, il est gigantesque. C'est nous. Quand même une rude concurrence des cierges, hein, quand même, au Vatican, qui embête un petit peu le monopole énergétique d'EDF au Vatican. Mais bon. Je rappelle que le marché européen qui est critiqué, c'est un marché classique, au coût marginal. C'est ce qui permet de faire baisser le carbone. C'est ce qui permet de faire baisser le carbone, puisqu'on ne prend les énergies carbonées qu'à la fin. Le gaz et le charbon, hein, on les prend qu'à la fin. Et certes, c'est vrai que ça revient, que celui qui est moins cher se met au prix du plus cher, c'est ce qui permet d'investir. Voilà, alors justement... Et juste, je termine sur l'Europe, voilà, parce que j'ai l'occasion, j'ai un dada, je dis l'Europe, puisqu'on parle d'énergie, en dehors de ses effets mécaniques, politiques et pratiques, c'est 75 ans de paix sur le continent européen. Ce n'est jamais arrivé depuis le début de l'humanité. Et voilà, alors est-ce qu'on va mettre ça en cause pour je ne sais pas quoi? Jean-François Carinco, il y a juste une dernière question que je voulais vous poser, même si le temps est échu, et Cécile Chéniaud, qui anime une rencontre juste après, me pardonnera. L'électricité en France est aussi la moins chère d'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas mieux payer l'électricité à son vrai prix, quitte à faire crisser les dents de tout le monde pour réduire effectivement nos consommations? Je suis désolé parce que vous m'avez bien, mais vous ne pouvez pas dire l'électricité à son vrai prix. Votre question n'a pas vraiment de sens. Allez-y, expliquez-nous. Non, il n'y a pas de problème. Le prix, c'est 3 choses. C'est les taxes, un tiers. C'est d'ailleurs ce qui, depuis 10 ans, a augmenté de 70%. Le reste n'a augmenté que de 30%. Un tiers, c'est les taxes, ce n'est pas les électriciens, ce n'est pas la foule qui doit décider, c'est le peuple. Et le peuple, c'est l'Assemblée nationale. Donc, un tiers, ce n'est pas nous. C'est nous par les élections. L'autre tiers, c'est les réseaux. Les réseaux, Enedis, RTE. 105 milliards d'investissements à faire dans les 15 ans qui viennent. Et encore, sans avoir abordé la décarbonation de l'industrie et l'électrification de l'industrie et des bassins industriels. 105 milliards en 15 ans. C'est gigantesque. Mais c'est bien. Il faut le faire. Pourquoi Enedis nous coûte autant d'argent? C'est que, ça a été dit tout à l'heure, il y a 20 ans... C'est les meilleurs, c'est pour ça. Ils nous ont dit tout à l'heure, ils ont justifié le prix. Mais j'essaye de leur serrer un peu la vis. Il y a 20 ans, il y avait 250 points d'injection sur le réseau. Si j'enlève la petite hydraulique. Aujourd'hui, il y en a 600 000 peut-être, et demain matin, 2 millions. C'est très bien, les communautés. Et donc, vous imaginez que le coût d'investissement sur les réseaux, 105 milliards en 15 ans. Et puis après, vous avez la production, un autre tiers, seulement un tiers. Et sur ce tiers, l'influence européenne, elle est au maximum du tiers. Donc, je dirais que c'est 25% qui vient de l'influence européenne sur le prix. Le montage, le nucléaire coûte. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que peu à peu, et c'est un vrai succès, c'est ce qui nous donne du courage et de l'espoir, le renouvelable coûte moins cher que le nucléaire. En tout cas, ça dépend comment on fait. Celui qu'on fait pour faire plaisir en disant « je t'en mets sur ta maison », il coûte 4 fois plus cher que l'autre. Mais c'est bien. Petit à petit, on est sur la même bande et petit à petit, le nucléaire passe au-dessus de la bande de prix. Mais il n'empêche qu'il en faudra, parce que sinon, ça sera le blackout. Je suis d'accord avec Bettina Laville. Combien on verra, j'en sais rien. Mais le mur d'investissement, aujourd'hui, c'est 50 milliards pour EDF. 50 milliards sur la vérification, le grand carénage. C'est pas rien. 50 milliards sur les 6 premiers. Et derrière, ça va faire encore. Donc, on est plutôt à 200 milliards au total. D'où les prix. D'où les prix. Merci Jean-François Carinco, président de la commission de régulation de l'énergie, et Bettina Laville, présidente du comité 21 pour cet échange en duo. Merci pour votre franchise à tous les deux. Bettina Laville.
Et je vous laisse tout de suite en conversation avec Cécile Chéniaud et Serge Jacquat, qui est agroclimatologue. On va parler agroclimatologie, risques et opportunités. On vous retrouve dans quelques secondes.